Bonjour à tous. Nous avons le plaisir pour cette nouvelle session d'accueillir François Lavalou. Donc François qui est ingénieur au CEA, mais passionné de mathématiques et surtout grand amateur pour diffuser et faire partager sa passion des mathématiques. Donc, passionné mais presque. Hein. Et François donc est à la fois membre fondateur de l'association Playmat et membre actif de l'association Café Mat, dont les stands sont juste en face, qui est aussi contributeur chez Tangente. Et donc François va nous parler des arpenteurs du siècle des Lumières. Voilà. Merci François. Merci aux courageux qui ne sont pas allés faire une sieste par ce temps-là. Je préviens tout de suite, je suis très heureux de vous voir et puis de faire un petit discours comme ça, on verra ce qui va en devenir. Mais si jamais vous fatiguez un petit peu, vous voulez partir, partez avant 13h40, parce qu'il y a un spectacle extraordinaire à l'église Saint-Sulpice, c'est le passage du Méridien. Donc vers 13h45, vous voyez le soleil passer le Méridien. En fait, c'est pas le soleil qui passe, c'est la Terre qui passe devant le soleil, mais enfin peu importe. Et on voit la lumière du soleil passer dans le Méridien, et c'est un spectacle rare, et c'est juste à côté, donc on a rarement l'occasion, ne ratez pas ça. Voilà, ça c'est quelque chose de vraiment sympa aujourd'hui à faire. En attendant, je vais vous parler un peu d'une aventure. Je me sens peu légitime parce que je ne suis pas astronome. J'ai fait beaucoup de maths, j'ai fait beaucoup de physique. L'astronomie touche un peu aux deux, mais j'ai une culture juste générale d'astronomie. Mais je suis admiratif des gens qui ont fait ce que je vais vous montrer qu'ils ont fait. C'est des choses absolument extraordinaires, des aventuriers de la science. Et il y a un côté humain qui est incontournable. Ça va être très très court en fait de raconter leur épopée. Il y aura un peu de lecture proposée à la fin. Je vous suggère vraiment de lire. C'est vraiment un domaine extraordinaire. Donc, je vais vous parler de l'histoire un peu de la figure de la Terre qui a un peu préoccupé les gens depuis toujours. Ça paraît normal de regarder son environnement. De comment mesurer la Terre. Et pour ce faire, il y a eu principalement 3 expéditions géodésiques au XVIIIe siècle, françaises, au Cap, en Laponie, au Pérou. Figure de la Terre, là c'est un peu Anaximandre, une vision de la Terre qui flotte. Là c'est un peu une vision d'artiste, ça c'est pas une photo d'époque, hein, c'est clair. Donc Anaximandre, qui est peut-être qui est un peu oublié, mais qui est peut-être le premier scientifique polymathe, qui a touché un peu à tout, et qui a une vision scientifique, c'est-à-dire qu'il essaye de tout expliquer par la science et d'écrire. C'est le premier à avoir écrit systématiquement sur tous les domaines de recherche, que ce soit la maths, la physique, la biologie, dans tous les domaines. Et ça a été le prof de Pythagore, d'ailleurs, c'est un peu une petite référence tout de même. Et donc il avait un premier modèle mécanique du monde, premier essai, la Terre flotte. Pythagore, donc son élève, qui déjà arrive à une notion de Terre sphérique. Il y a plein d'éléments qui permettent d'envisager ça. Il suffit que quand même la Grèce, il y a une constellation. Constellation, c'est des étoiles, je réalise là, enfin bon, un ensemble d'îles. Donc c'est un peuple maritime. Il est naturel, on a l'habitude quand même au bord de l'eau, quand on voit un navire avec mât, de voir le mât avant le bateau. Donc cette notion de rotondité, quand on voit aussi les autres astres et planètes, ça vient naturellement de se poser la question pourquoi nous on serait différents. Parménide, qui confirme aussi la Terre sphérique, et Aristote aussi, qui amène des arguments, en particulier l'ombre du Soleil sur la Lune. Quand on voit un croissant de Lune, en fait, voilà, il y a une partie éclairée par le Soleil, et ce qui est caché, c'est la Terre qui fait obstacle. Et ça explique aussi les éclipses et autres. Là, c'est juste pour le fun. C'est une image que tout le monde a dû voir, qui est hyper célèbre, et qui représente, qu'on a attribué à tort à Flammarion, cette date du 19e. Et c'est un peu une image naïve du 19e siècle sur la vision que pouvait avoir le Moyen-Âge. Une sphère des fixes où sont collées les étoiles, et la question est qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est un peu de rêve dans les étoiles. Eudoxe a déterminé l'année, quand même à 365 jours, un quart, c'est assez extraordinaire. Hein, après, il faut aller à la 3e décimale pour améliorer, qui a donné les éléments pour créer l'astrolabe, déterminé le mouvement des planètes, et peut-être établi une première mesure de la circonférence de la Terre. Ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est la mesure de la Terre, donc peut-être c'est un des premiers à avoir fait une estimation. Ératosthène, bien connu, qui lui est vraiment le premier à avoir donné une circonférence de la Terre avec une très grande précision, qui a aussi fait des tables d'éclipse, inclinaison de l'écliptique, enfin vraiment c'était un
un vrai pro de l'astronomie. Et Posidonios, alors il a une importance parce qu'il a fait aussi une mesure du méridien qui est moins bonne que celle d'Ératosthène. Je vais vous montrer comment ils ont pu calculer justement cette circonférence de la Terre. Donc Posidonios est postérieur à Ératosthène. Il a fait une estimation plus faible, et c'est cette estimation-là qui est restée au cours du temps jusqu'au Moyen-Âge et même plus tard, puisque Christophe Colomb s'est servi de cette approximation de Posidonios pour estimer que d'aller vers l'ouest jusqu'aux Indes était un chemin possible vu la durée. S'il avait pris les données d'Ératosthène, peut-être que ça l'aurait découragé et il ne serait pas lancé dans l'aventure parce que c'était vraiment un chemin trop long. Donc voilà à quoi ça tient certaines découvertes. Donc très simple. Alors il y a très peu de maths. Il y aura une planche qui fera très très peur, mais ça c'est juste pour poser 2-3 choses pour en parler de manière générale, mais il ne faut pas quitter pour d'autres raisons, mais pas pour ça quand même. Donc là, juste très classique, un arc de cercle, sa longueur est proportionnelle à la fois au rayon et à l'angle. Si je double le rayon, pour le même angle, j'aurai un arc de cercle 2 fois plus grand. Et si je double l'angle, évidemment, j'aurai un arc de cercle 2 fois plus grand. Donc c'est proportionnel au rayon et à l'angle. Donc on écrit L égale R alpha, mais en fait, quand je dis proportionnel, on pourrait mettre une constante devant. Le fait de ne pas mettre de constante, ça impose l'unité de l'angle. L'angle, c'est donc un rapport de 2 longueurs, donc c'est sans dimension. Une longueur sur une longueur, il n'y a pas de dimension. Mais le fait de ne pas mettre de constante devant, c'est qu'on est, pour un tour, on est en radian. Donc on fait un tour complet, on a 2 pi radians, quand on retrouve la circonférence du cercle. Donc voilà le truc fondamental, c'est rayon, le lien entre le rayon, l'angle au centre et la corde. La corde sur Terre, apparemment, on peut la mesurer. Si on a accès à l'angle, on peut en déduire le rayon de la Terre. Donc toutes les mesures sont basées sur ce principe-là très simple. Donc voilà ce qu'a fait Ératosthène. Ils avaient des grandes connaissances quand même astronomiques, déjà préparées par les Babyloniens et autres, il y a énormément de tables. Donc on sait que Syène, par exemple, qui est à peu près à Assouan, est en gros au tropique du Cancer. Alors les tropiques, c'est les 2 zones limites où vous pouvez avoir le soleil au zénith. Entre les deux tropiques, 2 fois par an, vous avez le soleil qui passe juste au-dessus de vous. Au tropique, c'est qu'une fois. Il arrive en bout de course et il repart. Voilà. Donc pour le tropique au nord, comme ici à Assouan, c'est le tropique du Cancer, c'est donc au mois de mars, quand les jours vont devenir plus longs pour nous. Voilà. Donc, sachant que ce jour-là, à Syène, il avait observé, le soleil étant au zénith, quand ça pouvait éclairer une colimation qui est un puits. Donc, vous pouvez voir le fond du puits. Tous les autres jours, c'est un peu incliné, donc on ne voit pas le fond du puits. Ce jour-là, c'est incliné. On attend un an. Alors là, vous allez voir que dans tout l'exposé, la patience des astronomes, parce que les phénomènes se répètent à intervalles de temps de plusieurs années, ils n'ont pas peur d'attendre plusieurs années pour refaire des mesures. C'est assez courageux. Donc, l'année suivante, au même moment, à Syène, on sait que le soleil est à la verticale. On mesure à Alexandrie l'ombre d'un obélisque. On a la hauteur de l'obélisque, on a son ombre, on en déduit l'angle. Cet angle-là, c'est l'angle au centre. Ça y est, il ne reste plus qu'à connaître la distance entre Alexandrie et Syène. Et là, Ératosthène l'a évalué. Alors, ce qui est très fort, quand on fait des expérimentations, c'est qu'il y a la notion d'erreur. Le résultat final va être excellent. Mais la manière de faire, bon, il y a peut-être eu des marges d'erreur, mais ça peut se compenser. Enfin bon, le résultat final est bon. Mais il a estimé la durée grâce au temps que mettaient les caravanes qui transportaient des marchandises, les caravanes entre Syène et Assouan, estimant la vitesse moyenne d'un chameau, connaissant le temps qu'ils ont mis, il en a déduit la distance. Connaissant l'angle, du coup, on a déduit le rayon. Voilà la démarche, il arrive près des 40 000 km de circonférence, qui est assez extraordinaire. Et Posidonios a dû faire la même chose, trouver un moyen de connaître la position du Soleil à un moment donné pour mesurer ailleurs un angle. Alors voilà comment il a fait. Là, il s'est servi d'une étoile, Canopus, où on connaît les levées héliaques. Héliaque, c'est Hélios, le Soleil. C'est-à-dire qu'il y a un moment de l'année. Alors les Grecs, j'en ai pas parlé avant, avaient déjà remarqué qu'en fonction pour la rotondité, en fonction de la latitude, on voyait pas les mêmes étoiles. Donc on voyait qu'il y avait un côté, on observait d'autres zones du ciel. Et à chaque endroit, Canopus, qui est une étoile très très brillante, il y a un moment de l'année où il surgit à l'aube, et tout de suite après, il y a le soleil qui apparaît. Et donc la lumière de l'étoile est cachée dans le soleil. Donc un court instant, on voit l'étoile, qui est comme un flash, et après le soleil arrive. On connaît cet instant-là. Donc, ça veut dire que le rayon est tangent, là, en R, là, à Rhodes,
on voit juste l'étoile au ras de la Terre. L'année suivante, à la même période, il va à Alexandrie, toujours Alexandrie. Il va avoir une vie assez sympa là-bas parce qu'ils vont tous faire des mesures. Et Alexandrie, il mesure donc l'inclinaison, sous quel angle il voit l'étoile Canopus. Et il en déduit, comme précédemment, l'angle au centre. Et après, il y a une estimation de la distance entre Rhodes et Alexandrie. Et c'est là qu'il y a une difficulté, c'est une distance maritime. Et là, c'est beaucoup moins, même si c'est imprécis pour Ératosthène sur Terre, il y a au moins du côté concret. Là, estimer en fonction de la vitesse des bateaux, le temps qu'ils mettent et autres, c'est pas trivial. D'où une grosse erreur, d'où une sous-estimation, presque d'un tiers de la circonférence, qui donc a encouragé Colomb à aller se balader du côté de l'ouest. Bon. Voilà. Et il y avait quelques signes, alors maintenant on arrive à l'époque un peu plus moderne, avec les observations de lunettes et autres. Donc en observant Jupiter, on peut constater un aplatissement naturel. La précision des équinoxes, vous savez, l'axe de la Terre a tendance à tourner comme une toupie. Bon, c'est des périodes énormes, je crois que c'est de l'ordre de 24 000 ans. Mais pour faire ce mouvement-là, la forme joue. C'est comme pour une toupie, il y a des formes de toupies qui permettent vous avez l'axe qui tourne comme ça. C'est des toupies qui sont plutôt aplaties. Donc ça joue dans ce sens-là. Il y a aussi Jean Richer qui, vous savez, il y a un principe de base, vous avez tous, certains ont dû connaître les horloges normandes, où ça joue sur un balancier qui bat la seconde régulièrement, il faut régler. À nos latitudes, c'est en gros, c'est 1 mètre pour une seconde. Donc il y a toujours des petits contrepoids qu'on réglait pour ajuster le temps exact, pour descendre le centre de gravité. Donc la longueur d'un pendule détermine le temps. Et si on augmente la longueur, le temps augmente avec cette formule-là, Racine. Mais il y a un élément qui joue, c'est la gravitation. Le champ de gravité à l'endroit où on est. Richer, en prenant le même pendule, la même longueur, a mesuré, en référence à des horloges à l'époque qui avaient une certaine fiabilité, a mesuré le temps à Paris, le battement à Paris, l'a mesuré à Cayenne et a trouvé qu'à Cayenne, il battait avec du retard. La seule chose qui a changé, c'est la gravitation. Le fait que la gravitation ne soit pas la même, c'est que déjà la forme de la Terre, je ne sais pas dans quel sens ça va, mais la forme de la Terre n'est pas une sphère parfaite. Autrement, la gravitation sera la même partout. En supposant que c'est homogène, bien sûr. Huygens en a déduit un certain coefficient d'aplatissement. On verra tout à l'heure un peu ce que ça veut dire et les valeurs qu'il peut avoir. Alors voilà, si on commence à envisager que la Terre n'est plus sphérique, mais un peu là, aplatie au pôle, comme j'ai fait là, qu'est-ce qui se passe? C'est que localement, on peut quand même approximer la Terre, la surface de la Terre, à la surface d'une sphère. Donc à l'équateur, ici, si on aplatit au pôle, à l'équateur, on a un rayon de cercle tangent qui va être plus petit qu'au pôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mesure 1 degré d'angle, le degré d'angle à l'équateur sera plus petit que le degré d'angle au pôle. Donc en mesurant le méridien sur 1 degré, on peut voir dans quel sens va l'aplatissement. Si c'est plutôt une mandarine ou un citron, comme ils s'amusent à faire comme image. Mais voilà, donc pour savoir le sens de l'aplatissement, alors pourquoi se pose la question? Parce qu'il y a 2 écoles. Il y avait l'école newtonienne, avec Huygens et Newton, Huygens, pour l'histoire de force centrifuge, pour lui, il y avait un peu, la Terre était une sorte de liquide. À des échelles, ça paraît bizarre, mais on voit bien qu'il y a quand même des éruptions et autres. À l'échelle de temps géologique, c'est quand même assez souple. Et il y a une notion de force centrifuge qui tend à faire évacuer quand on tourne la matière, et la gravitation qui tend la matière à s'agglomérer. Et donc il y a un équilibre qui se fait, et pour lui, l'équilibre était un sphéroïde. Il a fait ses calculs, il trouvait un sphéroïde aplati. Et pour Newton, pour d'autres raisons, il trouvait aussi un aplatissement. Alors ils n'avaient pas les mêmes valeurs de forme de sphéroïde, mais ça allait dans le même sens, c'est que c'était aplati au pôle. Pardon. Ça devait être aplati au pôle. Bon, en France, en fait, derrière, il y avait les cartésiens avec des histoires de tourbillonnaires. Enfin, Descartes avait une vision du monde comme si dans l'espace interplanétaire, il y avait comme une sorte de matière qu'on n'arrive pas à décerner qui fait des tourbillons qui entraînent les planètes avec. Enfin, il y avait toute une théorie tourbillonnaire qui était typiquement française et qui se heurtait à la vision anglaise, newtonienne en particulier. En France, on avait fait quelques mesures. On a un côté un peu plus concret. Pourtant, les Anglais ont une réputation de pragmatique, mais on avait fait quelques mesures. Picard a fait mesure numérique, un bout de méridien entre Paris et Amiens. On essaie de rester la même position par rapport au Soleil sur le même méridien, et puis on mesure donc la longueur.
Et Cassini avait fait pareil de Dunkerque à Perpignan. Et tout convergeait par le fait que quand on allait vers le nord, pour 1 degré, on avait moins de distance que vers le sud. Donc moins de distance, c'est que le cercle est plus petit qu'au sud. Donc si le cercle est plus grand et que là où il est plus petit, il est plutôt en forme de citron. Contrairement aux autres qui voyaient ça aplati. Donc là, il y avait une petite querelle entre les newtoniens, ce qu'on appelait les têtes plates, et les cassiniens qui étaient les têtes pointues. Voilà, il y avait les deux, la guerre des deux mondes. Et donc l'Académie des sciences, pour trancher, on va faire des expéditions pour mesurer in situ. Et tu me dis si je dis des conneries. Hein, là, hein. Non, mais là, il y a un expert. Et voilà, voilà. Donc voilà, donc le but était d'aller mesurer des degrés de méridien. Alors, 1 degré, la Terre, en gros, on sait 40 000 km. 1 degré, 360. Donc c'est 400 à 10% près. Donc divisé par 400, ça fait 100 km. On rajoute les 10%, on est à 110, 111 km. Donc 1 degré, c'est en gros un peu plus de 100 km de mesure terrestre. Donc il fallait mesurer sur un peu plus de 100 km la distance. Enfin, on mesure la distance, mais c'est sur un angle d'1 degré, et il fallait que ça représentait au moins 100 km, il fallait faire au moins 100 km pour avoir ce degré-là, à différents endroits. Et donc, pour faire ces mesures-là, on va voir le détail. Il y a la triangulation, recherche du méridien, différence de latitude. Il y a plein d'informations à prendre, à la fois des mesures terrestres, des mesures de visée et puis des mesures astronomiques avec les positions des étoiles pour savoir un peu où on est. Donc c'est un travail assez colossal qui prend des années. Alors la triangulation repose sur une idée de Frisius. En fait, en géométrie habituelle, on verra tout à l'heure qu'il y a des petites différences en géométrie sphérique, on est sur une sphère, et là c'est ça qui est intéressant, de commencer à aborder un autre monde, qui est le monde sphérique. Quand on est sur le monde plan, que vous avez tous appris à l'école, qui est un monde totalement artificiel, parce que le côté plan n'existe pas dans la nature. C'est un monde totalement théorique, donc très grec, parce que c'est la frontière entre le monde elliptique et le monde hyperbolique, et donc c'est comme une parabole qui est la frontière entre les hyperboles et les ellipses. La parabole a une probabilité d'exister dans la nature très très faible, parce que c'est vraiment une valeur pile, donc ça, la probabilité est 0. Donc le plan qu'on apprend à l'école, vous avez tous appris que la somme des angles d'un triangle, ça fait 180 degrés. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, quand j'ai les angles, je n'ai pas 3 informations, j'en ai que 2. Dès que j'ai 2 angles, j'ai l'autre. Donc, mesurer les 3 angles ne suffit pas pour déterminer un triangle avec exactitude. Il me faut 3 informations indépendantes. C'est pour ça que pour avoir un triangle, j'ai ou bien 3 distances, j'ai les 3 côtés, ou bien 2 côtés, un angle, ou bien un côté et 2 angles. Ça, c'est nécessaire pour pouvoir déterminer un triangle sans ambiguïté, à des symétries près. Hein. On va faire d'un côté et de l'autre, on ne va pas chipoter. Donc l'idée de Frisius, c'était de mesurer une base, que j'ai dessinée en bleu, je ne sais pas si ça se voit trop, enfin voilà en bas. La base, c'est souvent en bas. Donc dessiner une base, la mesurer avec une extrême précision, parce que ça va être la seule distance qui va être, donc toutes les autres distances vont dépendre de la précision sur cette base. Et ensuite, en mesurant le point qu'on veut déterminer, en mesurant avec 2 angles, ça y est, on a le triangle. On a un côté, 2 angles, on a le triangle exact, avec un peu de trigonométrie, donc là il y a le côté calcul que je vous passe, on arrive à déterminer la position, la distance et autres du point visé. Donc ça c'est l'idée de base. Frisius a eu comme élève, tout à l'heure je parlais d'Anaximandre qui a eu Pythagore comme élève, là Frisius a eu comme élève Mercator. Quand on parle de carte là, vous avez entendu parler, c'est la projection de Mercator, c'est la projection d'une sphère sur un cylindre. C'est la projection qui a tendance à étaler un peu les pôles nord et pôles sud. Voilà. Donc voilà comment ça se passe une triangulation. On part d'un certain point, en haut, là, en bas plutôt, le A. On détermine une base. Alors la base, il faut qu'elle soit hyper précise, donc ça ne peut pas être des très très grandes distances. En gros, la triangulation, les triangles, c'est des distances d'une trentaine de kilomètres. Donc il faut un point, tous les 30 km, ils se visent. Et au départ, on part avec en gros une dizaine de kilomètres. Mais il faut que ce soit une surface plane, ou alors une pente qu'on peut mesurer. Mais il faut que ça soit plat, sur un plan, et mesuré avec des toises, l'équivalent du mètre à l'époque. Une toise, c'est presque 2 mètres, mais d'une extrême précision. Et il fallait pouvoir les aligner parfaitement. Donc c'était un travail énorme d'aplanir le terrain pour que ça puisse, sur 10 km, pouvoir recevoir cette mesure. Moi, je suis admiratif des travaux et du temps que ça prend, ces choses-là. Il tenait compte aussi de la température. C'est-à-dire qu'avec la température, la toise va s'allonger ou diminuer suivant la température. Et donc, il tenait compte des variations liées à la température. C'était un vrai travail de métrologie.
Et puis après, il y a plein d'instruments optiques, on va voir, pour mesurer les angles. Donc l'arc de méridien, je ne rentre pas dans le détail, là je serais peut-être assez incompétent, mais ça nécessite de mesurer des hauteurs de soleil, des hauteurs d'étoiles ou de soleil, donc d'angle par rapport à la... Alors, localement, à chaque fois, on suppose que la Terre est une sphère, et la verticale, là, si ça peut poser potentiellement des problèmes. On va voir qu'il y a un certain Bouguer, mathématicien, qui a beaucoup étudié la notion de gravitation, et ça a une importance. C'est-à-dire que c'est quoi une verticale quand vous tenez un fil à plomb? Il a la verticale. Il est perpendiculaire au champ de pesanteur, à l'équipotentiel de pesanteur. C'est-à-dire que le perpendiculaire, si je mets un fil à plomb, il va être perpendiculaire à cette table. Cette table-là, elle est localement parfaitement horizontale. Si je pose une bille, elle ne va pas bouger. Bon. Si jamais c'était de travers, ça se déplacerait. Et il faut savoir que si tout était parfait dans un monde parfait, avec une sphère homogène, eh bien, ça serait des sphères. Et comme c'est des grandes sphères, les équipotentiels, localement, tout serait plan, impeccable. Dès qu'il y a des masses dans la Terre ou des creux, localement, le champ de gravitation varie. Et en Amérique du Sud, il y a des endroits où, si vous regardez l'altitude, il y a des sources qui sont plus basses que le cours de la rivière un peu plus loin. Voilà, parce que le champ de gravitation, la rivière coule toujours vers le champ de gravitation le plus bas, mais il y a des variétés assez curieuses. Donc, on détermine une verticale. Par rapport à cette verticale, on mesure les angles pour viser le soleil, les étoiles et autres. Ça nous donne des informations. Et après, on fera de la trigo. Une fois que tous les triangles sont déterminés et que la méridienne est déterminée, voilà, il y a un problème de trigo où on projette sur la méridienne pour savoir exactement la longueur entre deux points. Et puis après, on s'arrange de calculer la latitude. Alors voilà pour la latitude. Et une fois qu'on a la latitude, si on a 3 degrés de latitude, on divise par 3, puis on a une idée de la distance pour un degré. C'est ce qu'on cherche. Alors la latitude est assez simple. À 2 endroits différents, on vise la même étoile. Alors toujours pareil, c'est l'hypothèse qu'il n'y a pas de parallaxe. C'est-à-dire qu'on vise des objets qui sont suffisamment loin pour que les rayons qui arrivent sur Terre soient tous parallèles. Ça permet de faire de la géométrie simple comme ici. Donc, que ce soit j'ai pas mis de lettres là, mais les 2 points de la circonférence sur lesquels on vise le même point, la même étoile, les rayons seront parallèles. Et du coup, par un simple problème de géométrie, la différence des deux visées permet d'obtenir directement la latitude. Alors, il y a eu des précurseurs. L'abbé Picard, qui était qui a apporté énormément de progrès à la métrologie, qui était quelqu'un qui a fait des mesures extrêmement précises, et de double mesure et autres, de tenir compte justement des dilatations, de tout. C'est-à-dire quelqu'un qui avait le sens de la mesure, et qui a permis d'avoir des mesures de qualité. Et donc il mesure un rayon de la Terre qui apparemment est assez correct, et qui sera, vous voyez, en bonne concordance avec... les résultats de Delambre et Méchain qui ont été envoyés, ça c'est les suites de 92 à la Révolution. Toutes les différences que je vais vous donner ont amené une définition de la forme de la Terre, et la Révolution a voulu unifier toutes les mesures qu'on avait de toises et autres pour faire une définition du mètre. Donc on a repris les résultats précédents, et il y a eu un complément avec Delambre et Méchain qui ont fait aussi une mesure en France du méridien, et à partir de là on a déterminé la 40 millionième partie de la circonférence qui est devenue le mètre. Voilà. Et voilà, par exemple, déjà dans les précurseurs, on va revoir tout à l'heure les Cassini, toute la famille Cassini qui a fait des métriques locales. Regardez la correction, par exemple, entre les cordes de Samson du début 17e et fin 17e, la carte de France corrigée. Vous voyez, il y a une assez belle nuance, je ne sais pas si ça c'est visible. Ça, c'est un travail colossal, hein, parce que c'est la cartographie. Pardon, oui. Louis XIV était furieux parce que la côte méditerranéenne, ben oui, dans aucune guerre, elle avait perdu autant de terrain. Et alors en longitude, ça peut se comprendre. Mais en latitude, du côté de la Méditerranée, ça c'est impensable. Ouais. Donc voilà, donc c'est un travail colossal. Il a fallu couvrir toute la France. Donc ça demande à la fois du temps et des gens. Et donc c'était vraiment un projet d'État. La famille Cassini, dont je ne rentre pas dans le détail, on va être surtout confronté aux deux, Jacques II et aux trois, qui ont fait énormément. Voilà une carte de Cassini, qui était le prémisse de l'IGN, l'Institut géographique national, qui a donné les cartes d'IGN. Du côté de la région des Temples, là, voilà. Quelques mesures, très rapidement.
La référence, c'est la toise, qui est de 6 pieds, qui fait presque 2 mètres. Et voilà. On en parlait ça très régulièrement. Alors voilà, 3 expéditions. Laponie, dans l'ordre chronologique, Laponie, Pérou. On dit Pérou parce que c'était un nom global. Hein. En fait, on va à l'équateur, mais c'est Pérou, c'était le nom de la province espagnole. C'était sous domination espagnole. Laponie, Pérou et le Cap en Afrique du Sud. Donc, en Laponie, Maupertuis, très grand mathématicien, physicien. Il y a un principe, je ne sais pas si vous connaissez le principe de moindre action, qui est un principe fondamental en physique, qui a énormément d'applications. C'est une idée très très profonde. Maupertuis, il était très ambitieux aussi, idée profonde, mais une très bonne vision de lui, conscience de lui. Clairaut, très grand mathématicien, qui a travaillé en géométrie différentielle, en analyse, et qui a fait un traité de la figure de la Terre qui a servi vraiment de référence. Camus, qui a un horloger qui a perfectionné les engrenages, la forme des engrenages. Donc quelqu'un qui a vraiment des gens de qualité, c'était des membres de l'Académie des sciences. Et puis d'autres personnes, là, dont aussi s'est greffé à eux un Suédois pour les aider, qui était Celsius, dont le nom est resté assez célèbre. Donc ils sont allés en Laponie, dans des coins où, juste comme ça, ils ont fait aussi beaucoup de mesures de température. Les premières mesures de température étaient faites un siècle plus tôt par un groupe hongrois qui était parti au nord du cercle polaire, et on ne sait pas pourquoi ils sont partis là-bas, et c'est les premiers à avoir fait ça. Et il faut voir que les mesures de température, par exemple, se faisaient, et c'était important pour savoir justement la toise, pour pouvoir corriger de la contraction. Là, c'est plutôt la contraction que la dilatation, vu les températures. Donc, pour pouvoir corriger, il fallait mesurer les températures. Or, le mercure, il gèle à moins 38 ou par là, moins 38, moins 38,6. Donc, il fallait aussi des thermomètres alcool ils sont descendus jusqu'à moins 42 degrés. Donc, il faut voir des gens de l'époque qui avaient 30 ou 40 ou 50 ans, qui quittent le Paris pour partir en expédition, ils n'ont jamais marché de leur vie, ils vont quand même près du cercle polaire, subir des moins 42 dans des conditions et des vêtements qui ne sont pas ceux de maintenant, c'est assez remarquable. Donc ils en reviennent avec une conclusion. Alors il y a eu un petit problème aussi de mesure, on verra que ça donne une imprécision, c'est qu'en revenant, leur bateau a coulé, et la toise métallique qui servait de référence, parce qu'on connaît parfaitement les dilatations du fer, donc on pouvait vraiment adapter à chaque fois, faire une mesure propre avec ça. La toise a rouillé par le naufrage, et donc ça ramenait de l'imprécision, bon, des aléas des mesures. Mais en conséquence, la Terre est aplatie au pôle. Ça, c'est la conséquence de l'expérience de la Laponie. Et on représente justement Maupertuis en position très victorieuse. Si vous regardez bien sa main gauche, c'est gauche là, hein, parce que c'est inversé la photo. Sa main gauche, il aplatit le pôle, et donc la légende peut être Cassini aplatit le pôle et les Cassiniens. Maupertuis aplatit le pôle et les Cassiniens, parce que là c'est la mort scientifique de Cassini qui là a tout faux. Mais il y a une autre expédition, mais là c'est pas les mêmes échelles de temps, qui va conforter les mêmes résultats. Mais là, c'est l'épopée. Là, je ne vais pas avoir le temps, je fais très très vite. Mais lisez les bouquins que je vais vous mettre à la fin. Ça vaut vraiment le coup. C'est une aventure humaine extraordinaire. 3 membres de l'Académie. Gaudin, Lacondamine, Bouguer. Bouguer, très grand mathématicien. Et puis, une dizaine de personnes, des domestiques, un chien. Le chien, il va pas arriver en Amérique du Sud. Hein, parce que le chien, en cours de route, il va mordre Jussieu. Et Sénière, le chirurgien, qui est son maître, va l'abattre. Et Jussieu, qui est un peu dépressif, va déprimer d'être la cause de la mort du chien, quoi. Enfin, voilà. Et on va apprendre plus tard pourquoi il est parti dans l'expédition. C'est qu'en fait, Jussieu, c'est un nom qui est très connu. Et il avait 2 frères aussi botanistes comme lui. Et comme il avait des petits problèmes mentaux, les 2 frangins l'ont envoyé au Pérou pour... c'est une manière qu'à la fois il fasse quelque chose, mais qu'il s'en débarrasse, quoi. Donc c'était... Voilà. Et on va voir les problèmes qu'il a eus. C'est extraordinaire, son histoire, c'est phénoménal, hors norme. Donc voilà. Ensuite, ils vont se diviser pour des raisons pratiques, de redonder les mesures, et puis des raisons personnelles aussi d'antipathie entre les gens, parce que quand on reste des années à vivre les uns sur les autres dans un climat un peu étranger, c'est pas évident de supporter, qu'on ne se connaissait pas auparavant. Donc c'est ce qui se passe là. Donc ils vont se séparer en 3 groupes pour comparer leurs mesures respectives. Donc les dates un peu pour avoir une idée. Départ de mai 35, on arrive déjà plus d'1 an plus tard à Quito.
pour le point de départ déjà, parce qu'ils sont passés par le Venezuela, Carthagène, après ils traversent Panama à pied, après ils reprennent un bateau, enfin voilà, ça dure un an, un peu plus d'1 an. On commence les mesures de la base, donc la base, comme je vous disais, ça demande du temps de préparation de terrain et autres. Triangulation pendant 3 ans, et ensuite, on a les points de triangulation, on a fait les mesures, après on retourne sur ces points-là pour faire les mesures astronomiques. Toutes les mesures de position d'étoiles et autres. On sépare les choses. On fait d'abord les mesures de distance et après on fait les mesures d'orientation, d'inclinaison, avec quelquefois des problèmes de temps, parce qu'il y a des tempêtes de neige ou autres, etc. Le temps n'est pas pratique, on ne peut pas voir les étoiles, donc il y a les aléas du temps. Donc c'est pour ça que c'est mieux de séparer pour ne pas être prisonnier à un moment donné, à attendre que le temps soit beau pour faire une mesure avant de continuer à faire d'autres mesures. Enfin voilà. Les instruments pour mesurer ça, vous voyez un peu le système, il y a une lunette en haut, un fil à plomb, et si vous inclinez la lunette, ben le fil à plomb en bas va donner une idée de l'angle avec lequel vous avez incliné votre axe de visée, votre lunette. Pour que ça soit précis, plus c'est grand, mieux ça sera. Donc il y a intérêt d'avoir des instruments assez grands, donc de l'ordre de 2-3 mètres, et très stable. C'est une région sismique, donc c'est lourd. Il faut le démonter, il faut que ce soit démontable, stable, lourd, et il faut porter ça à dos d'homme. Parce que là, ils vont faire un sillon en Amérique du Sud, où c'est quand même la Cordillère des Andes. En gros, ils font une mesure à 4-5 000 mètres, ils descendent dans la vallée à 2000, ils remesurent, ils remontent à 4-5 000 mètres, et ainsi de suite, sur 300 km. C'est quand même, physiquement, c'est pas mal. C'est plus que le GR20, hein, que j'ai fait pas mal de fois, je veux dire, il n'y a pas photo. Hein. Donc voilà différents types d'instruments qu'ils pouvaient avoir, et il fallait avoir la collection de ces instruments pour pouvoir faire différentes mesures, à la fois d'angle pour la triangulation et à la fois pour repérer, comme il y a là, les étoiles. Alors c'est la page qui pouvait faire peur, mais c'est juste pour expliquer une chose. Alors j'essaie de le faire avec les mains en tenant un micro, ça va... Bon. Quand vous avez 3 points de mesure, pour faire la triangulation, vous avez 3 points de mesure. 3 points, ça détermine un plan. Vous pouvez faire 3 points quelconques, vous avez un plan. Mais le problème, c'est qu'on est sur une sphère, théoriquement, mais les 3 points que vous avez mesurés peuvent être à des altitudes différentes. Donc il n'est pas évident que le plan défini pour les 3 points soit tangent à la sphère. Il y a même de fortes chances qu'il ne le soit pas. Donc pour ramener ce plan-là tangent à la sphère, pour pouvoir vraiment avoir une information sur la sphère, il faut faire de la trigonométrie sphérique. La trigonométrie sphérique, c'est différents types de formules, c'est qu'avec des angles. Mais si vous faites le cas limite, où la sphère tend vers l'infini, donc à ce moment-là devient un plan, et ben, comme par hasard, on retrouve toutes les formules de trigonométrie classique, loi des sinus, loi des cosinus, qu'on apprend tous à l'école. Donc c'est juste ces formules-là qui sont des généralisations de loi sinus et cosinus, qui permettent de calculer, avec quelques angles, à déterminer tous les angles, et du coup à la fin, on trouvera le rayon de la Terre. Mais une information, tout à l'heure je vous disais que le plan était... la géométrie euclidienne était la géométrie limite entre la géométrie elliptique et hyperbolique. Il y a un truc extraordinaire en géométrie sphérique. Là, j'ai pas eu le temps, j'ai pas préparé un ballon, j'aurais dû prendre un de tes petits trucs là. Mais imaginez, vous avez une sphère. Je suis au pôle. Et du pôle, je fais un angle de 90 degrés. Donc je pars dans 2 directions à 90 degrés. Je suis les méridiens, je descends. Jusqu'à l'équateur. Donc j'ai deux arcs comme ça de cercle jusqu'à l'équateur. En haut, j'ai 90 degrés. J'arrive à l'équateur et je rejoins mon autre point. Donc j'ai un triangle. J'ai 3 points. J'ai le pôle et 2 points d'équateur. Je suis descendu et je les ai rejoints. Donc voilà. Les angles du triangle, c'est quoi? J'ai 90 degrés en haut. J'ai fait ça pour. En bas, quand j'arrive, le méridien, il est perpendiculaire à l'équateur. Donc j'ai 3 fois 90 degrés. Donc on voit qu'on n'est pas dans le même monde que la géométrie euclidienne. Donc 3 fois 90 degrés, on a... je vais mettre avec des pi, 3 pi sur 2. Ou maintenant, on va rester. Oui, 3 pi sur 2, parce que ce sera plus facile. On a 3 pi sur 2. Ce qu'on appelle l'excès, c'est justement par rapport à pi. Ça sera en géométrie euclidienne, la somme des angles serait 0. Si on enlève pi à la somme des 3 angles, on a 0. Si on enlève pi à 3 pi sur 2, on a pi sur 2. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1/8 de la sphère. Parce que je m'arrête à l'équateur. Donc j'ai coupé en 2. Et puis, le fait que je fasse que 90 degrés, au lieu de faire 360, j'ai un quart, plus la moitié, j'ai 1/8 de la sphère. Si vous faites 8 fois pi sur 2, vous avez 4 pi. La surface d'une sphère, c'est 4 pi R2. La surface d'un triangle, c'est la somme des angles moins pi multiplié par le carré du rayon de la Terre.
Voilà une propriété de... Alors, si jamais cette quantité-là, l'excès, la somme des angles moins pi, est positive, on est en géométrie elliptique. Si c'est nul, en géométrie euclidienne. Et si c'est négatif, il y a une géométrie hyperbolique. Il y a une continuité. Voilà. Donc, ce petit jeu-là, voilà un peu un schéma, c'est pas très visible, je vais vous montrer un autre, une carte de la méridienne de Quito, là ils sont partis de Quito. Alors, pour avoir plus de précision, je vous ai dit, la base, la précision de la base est fondamentale parce que la précision de la base se répercute sur toutes les mesures. Pour avoir une meilleure précision, une fois qu'on arrive, on refait une base. Comme ça, ça augmente la contrainte, c'est comme une double pesée, on a deux informations précises, ça permet globalement de pouvoir avoir une meilleure précision. Alors voilà un petit exemple juste comme ça d'une page de calcul de la condamine pour montrer à la fois il y a quelques erreurs, alors il a raturé, mais il rature de manière propre, c'est ordonné, structuré, lisible et c'est assez extraordinaire. Voilà, j'ai grossi un peu pour montrer, je ne sais pas si c'est très visible, j'ai un peu grossi, alors je ne sais pas si vous voyez les couleurs, il y a un vert pour dire c'est bien, il y a un rouge pour dire c'est pas bien, il y a un bleu pour dire c'est le résultat. Alors voilà ce qui se passe. Il travaille avec des logs. Il y a l'histoire il y a plein de sinus qui se trimballent, des produits de sinus. Quand on fait le log, ça permet de faire la somme des logs de sinus. Après, on va chercher dans des tables où des gens ont calculé, il n'y a pas si longtemps ça que les logs ont été inventés, c'est assez extraordinaire. Des logs avec extrêmement de précision, qui demandent des années de calcul. Donc, on prend dans une table de log, mais les tables de log, les logs des sinus, elles sont préparées, mais elles s'arrêtent, vous savez, il y a un degré, contient 60 minutes, c'est comme pour une montre, comme un temps, 60 minutes, et chaque minute, c'est 60 secondes. Là, il s'arrête aux minutes, donc c'est par degré et minute. Mais si vous avez un angle entre 2 minutes, pour avoir une meilleure précision, vous faites une interpolation, une proportionnalité. Si vous êtes à moitié, bah vous rajoutez la moitié de différence, si vous êtes au tiers, vous rajoutez le tiers, voilà. Donc c'est exactement ce qu'il fait là, c'est-à-dire que, voilà, pour celle-ci là, je vais te mettre là, oui. Bon, c'est pas grave. Il veut calculer 41 degrés, 1 minute, 18 secondes. Voilà ce qu'il veut calculer. Il a 1 minute, il a 2 minutes. Il fait la différence. Il veut 18. Il divise par 4. Il a 15. 15, il divise par 5. Il a 3. 15 et 3, ça fait 18. Voilà les 18 minutes. Il rajoute au premier et voilà ce qu'il a pour le log. Donc il fait ça partout. L'étape du dessus, il a fait une erreur de calcul. Ça peut arriver. Où il a mal lu un chiffre, etc. Il y a une petite erreur de calcul, mais qui est insignifiante, s'il n'y en a qu'une comme ça, voilà. Et à la fin, c'est le phénomène inverse, il additionne ses logs, ça lui donne un log, et maintenant il faut remonter au sinus. Donc il faut qu'il refasse aussi une interpolation pour avoir le résultat final, il a l'angle final. Donc voilà ce qu'il faut faire pour chaque petit triangle, systématiquement, en ayant eu tous les angles qui ont été mesurés, enfin c'est colossal. Quand on parle de calcul astronomique, voilà, c'est... Bon. Alors j'ai parlé d'expédition du Pérou, mais maintenant le Pérou, bien sûr, comme ils allaient pour mesurer l'équateur, c'est l'équateur, hein, c'est autant de pays. Et les armoiries de l'équateur, les voilà. Que j'ignorais jusqu'à quelques temps quand j'avais avant de faire ça, mais bon voilà. Et il y a une montagne à l'intérieur là. Alors je pose juste une petite question de culture générale. Quel est le point sur Terre où on peut être et où on est le plus éloigné du centre de la Terre? C'est... Ah oui. Oui. Donc tout le monde naturellement dit l'Everest. Bon voilà, on va faire comme ça. Mais voilà, l'Everest a une altitude mesurée localement par rapport au niveau moyen de la mer. Et du fait de l'amplitude, en fait, voilà le plus haut sommet du monde. C'est le Chimborazo qui est dans les armoiries de l'équateur. Et il y a une différence, si vous regardez, de près de 1800 mètres de différence avec l'Everest. C'est-à-dire que le Chimborazo est 1800 mètres plus éloigné du centre de la Terre que le sommet de l'Everest. C'est colossal. Et au Pérou, à la moitié du monde, à Mitad del Mundo, voilà, ils ont fait au début des années 80 une allée commémorative avec les visages de tous les gens de l'expédition. Je vous fais ça très très vite, juste pour faire un... J'aime pas les termes anglo-saxons, mais juste pour faire une accroche, voilà, pour les bouquins que je vous ai dit tout à l'heure, pour lire, parce que voilà les différents personnages qu'il y a pu y avoir. Donc, Couplet, Edjo, mort de la fièvre jaune. Hugo, qui était horloger aussi, mécanicien, il participe à la reconstruction de bâtiments. Il y a eu un tremblement de terre, il est tombé de son échafaudage, donc il s'est tué. Ils sont partis nombreux, ils sont venus peu. Hein.
Verguin, lui, a réussi à revenir en France. Morinville, lui, on n'a jamais su ce qu'il est devenu, il a disparu dans la jungle. Jussieu, alors Séniergue, pour une histoire de femme, il s'est fait assassiner. Il y a un ancien amant jaloux qui est venu l'assassiner pendant une fête au taureau à Quito, enfin voilà. Il s'est fait assassiner. Et Jussieu, là, c'est épique. Jussieu, comme il était botaniste, il a passé son temps. Il était ce qu'on pourrait dire bipolaire, et à l'Équateur, c'est pas terrible d'être bipolaire. Donc, il était un peu dépressif, et il y a des lubies qui lui passaient par la tête comme ça, c'est-à-dire que du jour au lendemain, il pouvait partir, on ne le revoyait plus pendant quelques années. Il revenait, et un jour, il a commencé à prendre sur lui-même, il a préparé toutes ses affaires, puis il voulait voir une ville qui était sympa, il est resté 4 ans dans la ville. Et toutes ses affaires sont restées à Lima, etc. Parce qu'il s'est mis à soigner les gens qui travaillent dans les mines, dans des conditions abominables. Donc il essayait de les soigner, puis apporter un peu de réconfort. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui était assez... il est parti en Amazonie tout seul, comme ça. Et tout seul, parce qu'une fois il était accompagné de quelqu'un qui l'a volé, dépouillé. Du coup il se méfiait, du coup il partait tout seul en Amazonie. On ne savait pas quand il partait, où il allait et ce qu'il faisait. Et donc il est revenu avec une tonne de papiers, de notes sur les nouveaux animaux, plantes qu'il a pu voir, etc. Mais des monceaux d'un travail colossal. Et à la fin de sa vie, il était tellement usé, fatigué, qu'il commençait à perdre la raison, la mémoire. On l'a mis dans un bateau pour qu'il rentre en France. Et il n'avait pas mis les mâles. L'Académie des sciences a essayé de réclamer les mâles, mais personne ne connaissait Jussieu, parce qu'en fait, il errait comme un clochard pendant des années. Et du coup, tous ses papiers ont disparu, tout son travail a disparu pendant des années. Parce qu'il est rentré en 71, parti en 35. C'est quand même... je vous laisse faire le calcul. Mais il est rentré en France, hein. Ah oui, non, tout a été perdu, etc. Il y avait 2 Espagnols, apparemment, qui ont beaucoup fait pour l'expédition, qui étaient des jeunes qui avaient 19 et 20 ans, ouais, c'est ça, ouais, 19 et 22, qui étaient mis par l'Espagne là pour les accompagner, pour leur faciliter la vie et les choses, etc. Et qui se sont pris aussi à les aider, à s'intéresser à la science, et qui ont eu différents parcours aussi. C'était très intéressant. Il y en a un qui s'est retrouvé prisonnier des Anglais, parce qu'il y a la guerre entre l'Espagne et l'Angleterre. Les Français ont tout fait pour le sortir. Les Anglais ont eu honte, donc du coup ils l'ont fait membre de l'Académie des sciences d'Angleterre. Enfin, il y a toute une épopée extraordinaire. Et là, aussi très rapide, Jean Gaudin, qui était un cousin de Gaudin, le membre de l'Académie, l'académicien, a épousé une locale, Isabelle, et là, je peux pas dire parce que ça durait trop longtemps, je résume très rapidement, il s'est mis à partir, elle était enceinte, elle n'a pas voulu partir pour des raisons de santé, parce que c'était risqué, donc lui est parti en avant pour voir s'il pouvait aller jusqu'à Cayenne en traversant l'Amazonie, et après, l'enfant était trop petit, donc elle a attendu 6-7 ans, après, sa fille est morte de la fièvre jaune, donc du coup, elle était libre pour venir, elle a essayé de le rejoindre, en tout, ils se sont revus 20 ans plus tard. Et elle, quand elle a traversé, il a mis 1 an et demi à traverser l'Amazonie, avec 42 ou 3 personnes, c'était la seule survivante. Elle est restée 9 jours sans manger, enfin c'est des épopées qu'ont fait la légende de l'Amazonie, voilà. La Condamine, donc voilà, grand géographe qui a rapporté, mais qui était, est-ce que derrière il y a, ouais c'est ça, Bouguer, qui était très jaloux de Bouguer, l'autre académicien, qui lui était un brillant mathématicien, qui avait vraiment des compétences supérieures à celles de la Condamine, mais comme la Condamine était assez ambitieux, bon, il a ramené des choses quand même. C'est lui qui a ramené la quinine, le caoutchouc, le curare. Le caoutchouc qu'il a ramené a servi pour faire des gommes pour les enfants. Au début, ça servait à ça, le caoutchouc. Et donc la Condamine, lui a eu son heure de gloire. Ça confirmait en fait les résultats. On savait que la Terre a déjà été aplatie depuis l'expédition de Laponie. Hein, ça a confirmé. Voilà. Et Bouguer, juste le signe supérieur ou égal, inférieur ou égal, c'est dû à Bouguer. Voilà. Il y a plein d'autres choses qu'il a fait aussi en maths. Enfin voilà. Je vais très vite parce que ça passe. Gaudin, lui qui est pas rentré en France, qui est parti au Portugal avec sa famille et qui est resté au Portugal, voilà, parce qu'il a eu un poste d'académicien là-bas. Voilà. La Condamine a fait dans le côté savoir se vendre et publicité, il a fait tout un traité de son voyage en Amazonie. Voilà un peu des cartes qu'il y a qu'on peut retrouver sur Gallica, les cartes de son expédition. Des images comme ça qui faisaient rêver à l'époque de paysages que personne n'avait jamais vus. Et voilà un peu les trajets de retour pour montrer un peu quand même le courage des gens qui partaient comme ça.
C'est-à-dire que Bouguer, lui, est revenu à pied. Il est revenu à pied, il a traversé, il est revenu par le chemin jusqu'à Carthagène et trouvé un bateau. Carthagène, c'est quand même un gros port, et donc il avait une probabilité forte de trouver de quoi rentrer. Et d'ailleurs, c'est lui qui est arrivé le premier. La Condamine a descendu l'Amazonie et jusqu'à Cayenne pour trouver un bateau. Et Gaudin, lui, est passé par le sud de l'Amazonie, quoi, voilà, à traverser tout ça. La dernière expédition, beaucoup plus calme, beaucoup plus rapide, le Cap, c'est l'abbé Lacaille qui avait fait aussi déjà des mesures dans le nord de la France, qui avait une grande compétence de triangulateur. C'est des gens qui bossaient quand même. Hein. Moi enfin non, je ne vais pas dire que j'ai des origines corses, parce qu'on pourrait croire qu'on associe ça, je n'aurais pas attention. Mais j'apprécie des gens qui ont autant de courage et de conviction et de ténacité. Il a découvert près de 10 000 étoiles, 127 nuits d'observation de suite sol. C'est quand même assez colossal. Et bon, il a déterminé plein de choses en concordance, parce que pour déterminer des distances, c'est un problème de parallaxe. Donc il y avait la Lande à Berlin qui faisait les mêmes mesures au même moment et s'étaient mis d'accord. Et du coup, ils ont pu comme ça avoir des notions de distance de Mars, de planètes et autres. Voilà. Et donc conclusion de Lacaille qui a fait il n'était pas parti au début pour faire la mesure du méridien, mais c'était un petit plus. Tiens, je suis sur place, je vais le faire. Et en fait, ça allait dans le sens du côté aplati au pôle, mais pas les mesures attendues. Donc ça confortait qu'il n'y ait pas de régularité dans l'ellipsoïde. Il y a une petite notion on va voir tout à l'heure, de géoïde, c'est-à-dire que c'est une Terre qui a une forme un peu patatoïde, quoi. Donc voilà le résumé des expéditions qu'il y a pu y avoir. Bon, peu importe, c'est en toise la longueur, mais en gros, la conclusion, c'est qu'il y a un coefficient d'aplatissement, tout le monde n'était pas d'accord, mais Laplace, et on verra tout à l'heure les conclusions de ça, tout ça a demandé des calculs monstrueux qui ont été modifiés au fur et à mesure. Donc des calculs aussi, déjà calculs trigonométriques et autres, mais aussi statistiques pour limiter les erreurs. Laplace a compilé tous ces résultats pour en tirer un aplatissement de 1 sur 300, sachant qu'actuellement, avec les mesures les plus modernes, je crois qu'on est à 1 sur 298,2 ou 3. Voilà. Donc c'est pas mal. Voilà la photo d'artiste, hein, mais bon voilà, pour l'idée, c'est en relatif, hein, c'est pas à l'échelle, hein, bien sûr. Hein, c'est voilà, pour montrer qu'il n'y a pas de régularité vraiment ellipsoïde. Et alors, l'impact scientifique, je disais justement la conséquence de l'analyse, du dépouillement de tous ces résultats, ça fait des développements en hydrostatique. Bouguer aussi a fait beaucoup de mesures de champ de gravitation. S'est rendu compte que quand il y avait des montagnes, par exemple, il y avait une déviation du champ de gravitation. Et il y a un effet Bouguer, je ne sais plus quel est le terme, enfin, il y a une loi Bouguer qui a beaucoup servi pour les prospecteurs, quelques siècles plus tard, parce que ça permettait de détecter des zones à densité plus forte ou plus faible pour faire des prospections, ou de gaz, pétrole ou minerais. Donc voilà, donc il avait vu l'irrégularité du champ gravitationnel. Beaucoup de fonctions mathématiques ont été développées, paires géométriques, Bessel, gamma, bêta, tout ce qu'on veut. Et puis les calculs monstrueux qu'on a vus. Gauss, on raconte que Gauss, pour la cartographie de Hanovre et des environs de Hanovre, aurait fait, alors on ne prête qu'au riche, hein, enfin connaissant Gauss, il est capable du meilleur, peut-être du pire, il aurait fait de l'ordre de 1 million de calculs. Donc ça montre un peu la puissance de travail de cette époque. Et cette notion de rotondité, de courbure, etc., l'a amené à la notion, on connaît, il y a la courbure de Gauss, donc cette notion de réfléchir au point de vue géométrie différentielle, comment définir une courbure, qu'est-ce qu'une courbure, etc. Et cette notion de courbure, justement, j'en parlais tout à l'heure un peu, le passage des géométries entre elliptique, euclidienne, je ne peux pas faire de l'autre côté, ou hyperbolique. Gauss était un des premiers à écrire sur la géométrie non euclidienne, quoi, dite hyperbolique maintenant. Et après, celui qui a trouvé le premier, c'est Bolyai-Janosch, et après, un peu après, Lobachevsky, contrairement à ce que les gens disent. Et Janosch, qui était un peu aussi, il y a un petit problème un peu de stabilité mentale, son père, Farkas, a écrit à Gauss pour dire « Regarde ce qu'a trouvé mon fils, c'est fantastique ». Puis Gauss a dit « J'ai du mal à dire c'est génial parce que j'ai déjà trouvé ça avant, suite à ces études-là ». Et là, le pauvre Janosch a cru que c'était un complot de Gauss contre lui, donc il a arrêté les maths et c'était terminé. Et puis Laplace qui a travaillé sur les probas, les statistiques développées pour tout ça. Et donc très rapidement, voilà les bouquins que je voulais vous montrer. Le procès des étoiles, Maupertuis. Le procès des étoiles, ça se lit très facilement et c'est vraiment épique. Puis
Pierre Ponsu, j'ai pris des informations chez lui parce que c'était vraiment très technique là. Là, Charles Lacondamine, ce que je vous disais, le voyage en Amazonie qu'on peut trouver sur Gallica. Et puis de lecture annexe aussi d'un ancien écrivain de Tangente, Denis Gage, qui a écrit un peu sur des problèmes similaires, voilà, le Maître du Monde ou la Méridienne. Et puis je vous laisse en compagnie de la muse de l'astronomie, Uranie, avec quelques chérubins apprentis géomètres. Voilà. Merci François pour ce topo très complet, même si on comprend bien que tu voulais nous en raconter beaucoup plus. Est-ce que, Laurent, on peut réafficher les... Attends, je vais revenir. Ouais. Voilà. Non. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à François ? Ah. Moi, j'en ai une en revenant au tout début de l'exposé, quand les mesures faites par les Grecs. Comment est-ce que eux, pour faire ces mesures correctement, il fallait quand même être sûr d'être sur le bon d'être sur des villes qui étaient sur le même méridien. Comment faisaient-ils pour savoir ça ? Oui, c'est très juste. Je peux le dire pour après, mais là, on se met sur Google Maps, on mesure longitude, hein, longitude, latitude, et il y a un tout petit décalage. Mais tout ça, toutes ces erreurs se sont compensées et on arrivait à une mesure juste. Ouais. Voilà, mais du coup, oui, ils suivaient la direction du sud et ils en concluaient qu'ils étaient sur le même méridien. D'accord. Non, il faut qu'on soit sur le même. Voilà. Oui, il y a soit une mesure du temps, soit on a suivi une direction. Ouais. Pardon, je vais faire une manip, je fais ça maintenant. Non, les échelles de temps ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y avait l'information qui était déjà d'avant, ou une cartographie ou autre, on savait que... Et donc, voilà, l'information, il l'avait déjà par avant, je pense. Il n'a pas forcément été la chercher lui-même, l'endroit qui... c'est pas forcément évident. Voilà. Je ne sais plus quelle époque, ça peut être 1600 par là. Il y a eu une éclipse de soleil ou de lune de Gibraltar jusqu'à la Turquie. Et ils ont fait la mesure et il y avait, je crois, des centaines de kilomètres de différence. Et la carte de Ptolémée, aussitôt, c'est réduit et la Méditerranée avec. Non, la difficulté, on a vu que la latitude, c'est pas trop dur, mais la difficulté, c'est la méridienne, effectivement, de savoir qu'on est sur la même méridienne. Voilà. À l'époque plus moderne là, du 17e, du 18e, ils avaient des éléments de chronométrie ou les satellites de Jupiter qui pouvaient permettre de... Non, il y avait un éphéméride, pas un éphéméride, mais tu vois, il y avait des tables d'apparition des satellites, et donc tu savais, voilà, tu pouvais te cadrer. C'était une sorte de... C'était une horloge astronomique. Il te faut une horloge quelque part, ou tu l'as toi-même, ou c'est une horloge astronomique. Voilà. Mais effectivement, à l'époque grecque, c'était un peu au pif, là, et voilà. Et pif, ça peut tomber bien, quoi. Bon, voilà. Mais le principe était là. Ça, c'était beau. C'était le même principe. Bon, eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, on va remercier François pour cet exposé. Et je regrette juste que, à cause de l'horaire, pas que de ma faute, vous ayez raté le passage du méridien à l'église Saint-Sulpice. Si vous avez l'occasion de repasser un midi où il fait beau, allez, passez voir, hein, ça vaut le coup. Hein. Voilà. Bien. Merci François.